Dans les couloirs fatigués du collège Saint-Exupéry, les rires des élèves résonnaient déjà depuis longtemps. Ce lundi matin, quand la porte grinçante de la salle 2-5 s'ouvrit lentement, un silence s'abattit. D'un coup, tous les regards se tournèrent vers les hauts. Silhouette décontractée, les mains enfoncées dans les poches, son sac à moitié ouvert, sa capuche encore humide de la pluie matinale, lui donnait l'air d'un naufragé débarquant sur une île inhospitalière. 20 minutes de retard. Le genre de retard qui, dans cette classe-là, face à ce professeur-là, frôlait l'insolence pure. Assis à son bureau, M. Perrin, professeur de mathématiques aussi strict qu'une horloge suisse, releva lentement la tête, son regard glacial derrière ses lunettes cerclées d'acier. Il s'attarda un instant sur le garçon. Il ne dit pas un mot. Il n'avait pas besoin de parler pour que tout le monde sente la tension dans l'air. Noé resta debout un instant, comme s'il ne savait pas très bien ce qu'il faisait là. Puis, sans dire un mot non plus, il se dirigea vers sa place, au fond de la classe, toujours la même, près du radiateur et du mur taché d'encre. Il s'y laissa tomber, les jambes allongées, et sortit mollement un cahier, comme pour donner le change. La classe, elle, bouillonnait. Certains étouffaient des ricanements, d'autres attendaient la punition avec une impatience presque cruelle. Car tout le monde connaissait Noé. Le roi du zéro effort, celui qui préférait dessiner des labyrinthes dans ses marges plutôt que résoudre une équation du premier degré. Mais aujourd'hui, M. Perrin ne cria pas. Il ne prit pas sa voix grave et autoritaire. Non, il se leva très lentement, se dirigea vers le tableau vert foncé, prit une craie et écrivit 2 longues équations. Le crissement sec du bâton sur la surface résonnait dans la pièce comme un compte à rebours. Les élèves intrigués se penchèrent en avant. C'étaient 2 problèmes réputés non résolus au niveau du collège, des défis mathématiques que même les meilleurs de la classe évitaient soigneusement. Puis, d'une voix parfaitement calme, presque polie, M. Perrin déclara « Puisque tu aimes prendre ton temps, Noé, résous donc ces 2 énigmes avant la fin du cours. » Un silence, puis des rires étouffés. Noé ne broncha pas, il leva simplement les yeux vers le tableau. Un instant long, son regard se posa sur les équations, comme s'il observait une fresque ancienne. Et là, quelque chose changea, infime, imperceptible, mais réel. Un éclat étrange traversa ses yeux. Pas de panique, pas de peur. Une étincelle, comme si le défi, loin de l'accabler, venait de réveiller quelque chose en lui. Il baissa lentement les yeux vers son cahier, sortit un crayon mâchouillé et se mit à écrire. Le cours continua. Les autres élèves l'oublièrent, pensant qu'il griffonnait sans but comme d'habitude. Mais M. Perrin, lui, ne put s'empêcher de jeter un œil de temps en temps. Et à chaque regard, un malaise discret grandissait en lui, car le jeune fainéant semblait concentré. Vraiment concentré. Trop, peut-être. Le brouhaha habituel de la classe reprit. Les élèves, rassurés de ne pas être à la place de Noé, se replongèrent dans leurs exercices. Les feuilles grattèrent les tables, les soupirs volèrent, et les bavardages bas s'échappèrent, désordonnés. Au fond pourtant, une bulle de silence venait de naître. Noé ne regardait plus les autres. Il était seul avec les 2 problèmes sur le tableau. Ses yeux passaient lentement des équations à son cahier, puis au plafond, comme s'il cherchait au-delà des chiffres. Un observateur attentif aurait peut-être remarqué un détail étrange. Il ne prenait aucun calcul intermédiaire. Il dessinait des courbes, des cercles, des lignes qui se croisaient, des symboles qui n'avaient rien à voir avec le cours. Il visualisait dans son esprit. Les chiffres prenaient vie, les racines carrées devenaient des spirales, les équations des constellations. Chaque inconnu avait une couleur, chaque opération une texture. Ce n'était pas des maths pour lui, c'était un langage, une musique, une carte qu'il savait lire depuis toujours, mais qu'il avait appris à cacher. Car à chaque fois qu'il avait montré un peu de ce don, plus jeune, les adultes s'étaient empressés de vouloir l'exploiter. Fais ça encore, montre-nous comment tu fais, tu pourrais sauter une classe, tu sais. Et lui, il ne voulait pas sauter, il voulait rester à son rythme, flâner, rêver. Mais là, face au défi de M. Perrin, quelque chose s'était réveillé, un plaisir secret, une envie de jouer. Au fil des minutes, M. Perrin passait dans les rangs, distribuant des commentaires froids, corrigeants, conseillants. Il ne jeta qu'un regard rapide vers Noé, supposant que le cahier était encore vierge ou couvert de gribouillis inutiles. Mais alors que la sonnerie approchait, il revint vers le fond de la salle,
prêt à clore l'humiliation par une remarque bien sentie. Il s'arrêta à la table de Noé, tendit la main pour lui prendre son cahier. Puis se figea. Ce qu'il vit n'avait rien à voir avec ce qu'il attendait. Des pages entières remplies, oui, mais pas comme il l'imaginait. Pas de tentatives bâclées ou de calculs hasardeux. Non. Des schémas élégants, des enchaînements logiques d'une clarté fulgurante, une démonstration par analogie visuelle d'une originalité déroutante et surtout une solution parfaite. Il relut 2 fois, puis une 3e. Ses sourcils se haussèrent, se froncèrent. Une sueur froide coula le long de sa tempe. Non, ce n'est pas possible. Il retourna à son bureau sans un mot, sortit une feuille, refit les calculs. Identiques à ceux de Noé, mais présentés avec une autre logique. Une logique qui contournait les méthodes scolaires, qui les réinventait. Il releva la tête. La classe, intriguée par le silence du professeur, s'était tue progressivement. Tous les regards s'étaient tournés vers lui. Il tenait encore le cahier de Noé, tremblant légèrement. Ce détail suffit à glacer l'ambiance. Puis, d'une voix lente, presque incrédule, M. Perrin demanda « Noé, où as-tu appris ça ?» Un silence épais. On aurait pu entendre tomber une gomme au fond du couloir. Noé, toujours adossé à sa chaise, haussa un sourcil, presque étonné qu'on lui parle enfin. « Je fais ça dans ma tête quand je m'ennuie. » Un murmure parcourut les rangées. Certains élèves se regardaient, d'autres ouvraient de grands yeux. C'était comme si un rideau venait de tomber, comme si le fainéant de la 4e B venait de changer d'identité en une phrase. Et le plus troublant, il n'avait pas l'air fier ni nerveux, juste calme. La salle de classe était restée figée bien après la sonnerie. Les élèves s'étaient levés lentement, sans bruit, jetant des regards en coin vers Noé qui refermait calmement son cahier, comme si rien ne s'était passé. Monsieur Perrin, lui, restait debout, le regard toujours posé sur les pages noircies par le garçon qu'il croyait connaître. Un nom flottait dans son esprit. Impossible. Le soir même, dans le silence feutré de son bureau, Perrin scanna la solution de Noé et l'envoya sans nom à un vieil ami, professeur de mathématiques à l'Université de Lyon. Objet du message, hypothèse intuitive sur la dualité des systèmes non linéaires. À ton avis, la réponse arriva moins d'1 heure plus tard. Tu m'as dit que tu voulais me piéger. Quel est le nom de ce chercheur? C'est une approche d'une rare élégance, certainement un mathématicien d'Europe de l'Est ou un doctorant brillant. Perrin resta figé devant son écran. Il se leva, fit les 100 pas. Noé n'avait jamais rendu un devoir complet. Et voilà qu'il posait, avec la nonchalance d'un enfant qui rêve dans le bus, une méthode inédite, sans même en mesurer la portée. C'était comme découvrir un diamant brut tombé par hasard au fond d'un sac de billes. 2 jours plus tard, une réunion discrète se tint dans la salle des professeurs en fin d'après-midi, 12h03. Enseignants, un inspecteur pédagogique et même un doctorant invité par visioconférence, tous avaient entre les mains la même solution. Cet élève doit être encadré, orienté, protégé. Mais Perrin, pour la première fois, resta silencieux. Il connaissait le garçon. Il savait que ce génie-là ne se laisserait pas forcer. Il n'était pas fait pour les vitrines ou les médailles. Il lui faudrait une autre approche. Le lendemain, il demanda à Noé de rester. À la fin du cours, le garçon s'approcha lentement, son sac traînant toujours un peu sur une bretelle, l'air distrait. Il s'attendait à une remarque ou à une blague. Mais le regard de Perrin avait changé. Il n'était plus froid ni autoritaire. Il était inquiet, curieux, peut-être même admiratif. « Tu n'es pas obligé d'en parler aux autres ni de te faire remarquer, mais je te propose un marché. » Noé haussa les sourcils. « Tu viens 1 fois par semaine ici après les cours. On explore ce que tu sais, à ton rythme. Personne ne le saura. » Noé resta. Il fixait le tableau vide, là où les 2 énigmes avaient été écrites, mais en lui, la tempête grondait. Accepter, c'était ouvrir la porte. C'était renoncer à la tranquillité de l'ombre, au droit de rêver sans qu'on attende de lui des miracles. C'était risquer d'être exposé, étudié, poussé à faire plus, toujours plus, comme les autres enfants précoces qu'on montrait dans les journaux puis qu'on oubliait. Et pourtant, une autre part de lui frémissait. Celle qui, l'espace d'un instant, avait ressenti ce frisson en voyant l'énigme au tableau. Ce plaisir du défi, cette envie brûlante de décoder le monde autrement. « Je vais y réfléchir, monsieur, dit-il simplement en se dirigeant vers la porte. Je veux juste pas qu'on me vole ça.
Ce que j'ai dans la tête. Et il disparut dans le couloir, laissant Perrin seul, désarmé entre admiration et crainte. Quelques semaines plus tard, une annonce circula dans les couloirs du collège. Un concours de mathématiques interétablissement rassemblant les meilleurs élèves de la région. Les candidats étaient triés sur le volet. Pas de candidature libre, mais un nom fit grincer quelques dents. Noé. Celui qu'on appelait encore le rêveur en retard, celui qu'on avait toujours considéré comme un boulet plus qu'un binôme. Certains enseignants haussèrent les épaules, d'autres restèrent bouche bée. Mais M. Perrin, lui, avait le regard d'un homme qui savait ce qu'il faisait. Noé avait accepté, mais à une seule condition. Il ne suivrait aucune préparation classique, aucun entraînement. Il poserait ses démonstrations à sa manière. Visuellement, librement, sans imposer les méthodes. « Je ne veux pas leur prouver que je suis bon à leur jeu, avait-il dit. Je veux leur montrer que j'ai inventé le mien. » M. Perrin avait souri. C'était exactement ce qu'il espérait. Le jour du concours, la salle était immense. Froide, remplie de tableaux blancs, d'élèves concentrés, de jurés austères. Chacun devait résoudre 3 problèmes en 2 heures. Noé entra le dernier. Pas de stylo, juste une trousse et une petite boîte de crayons de couleur. Des regards s'échangèrent, des murmures montèrent. « Il est sérieux? C'est qui ce type ?» Mais Noé, lui, plongea dans sa bulle pendant que les autres griffonnaient des formules. Il esquissait des formes, traçait des cercles, reliait des points comme sur une carte céleste. Ces démonstrations ressemblaient à de l'art abstrait, des spirales, des figures géométriques entrelacées, des traits qui formaient des symétries insoupçonnées. Les surveillants passaient derrière lui, sceptiques, jusqu'à ce qu'il s'arrête, recule, puis repasse une 2e fois. Un juré s'approcha discrètement. Il observa, les yeux plissés. Puis appela un collègue, puis un autre. Quelque chose se passait. À la fin du concours, les feuilles de Noé furent montrées à l'Assemblée. Pas pour être notées, pour être analysées. Ces solutions, bien que non conventionnelles, respectaient toute la logique mathématique. Mais elles allaient plus loin. Elles simplifiaient des démonstrations que d'autres étalaient sur 3 pages, en un seul dessin. Le jury resta bouche bée. Certains prirent des photos. D'autres lui demandèrent s'il avait été formé dans un laboratoire de recherche. Noé haussa les épaules. « Je vois les choses autrement, c'est tout. » Mais ce qu'il ne vit pas tout de suite, c'était l'effet domino. Dans les jours qui suivirent, plusieurs élèves, des discrets, des bizarres, des créatifs, des silencieux, vinrent lui parler timidement. Moi aussi, je dessine mes idées, mais je pensais que c'était interdit. J'ai jamais été bon en maths, sauf quand je les imagine comme des jeux. Noé leur sourit. Il ne leur donna pas de leçon. Il leur dit juste « Ne changez pas votre façon de penser. Changez juste de regard sur vous. » Et ainsi, le cancre de la 4e B n'était pas devenu un autre. Il n'avait pas mis de costume de génie, il n'avait pas changé de coiffure, ni amélioré son organisation. Il avait juste accepté d'être vu. Noé était resté Noé. Mais cette fois, le monde avait appris à lire entre ces lignes. Un matin, alors qu'il entrait en classe, les yeux encore un peu endormis, M. Perrin le salua d'un ton plus doux qu'à l'habitude. « Tu étais un mystère, Noé. Maintenant, tu es une énigme qui s'écrit elle-même. » Noé esquissa un demi-sourire et alla s'asseoir à sa place. Toujours au fond, toujours à rêver, mais plus jamais invisible.